Bonjour Didier. Bonjour, je suis ravie de t'accueillir. Et donc aujourd'hui, on va lancer cet éphir. Donc je suis Victoria Mikhailova, je suis cofondatrice de la société SenseMakers. C'est une société qui s'occupe de la problématique de la sagesse dans le monde actuel et notamment dans le business. Et je suis ravie de t'accueillir puisque on a choisi de parler d'un sujet très intéressant qui s'appelle « Être véritablement responsable nécessite d'être libre ». Donc avant de lancer ce sujet, donc je voudrais te demander de te présenter. Ok, donc je suis Didier Douzièche, je suis dirigeant de transition. Je fais des missions de direction générale d'entreprise en situation spéciale pour des durées limitées. J'ai aussi la particularité d'avoir mis au point un mode de management que j'appelle Manager 21, qui est un mode de management que j'utilise en mission, que je perfectionne dans les intermissions, et qui me permet d'être le plus performant possible pendant mes missions de dirigeant de transition. Voilà. Merci. Donc je vais juste préciser pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est qu'on s'est rencontrés justement dans ce cadre-là, quand on s'est croisés dans une des formations, et notamment pour parler de la méthode que tu utilises pour amorcer la communication quand tu arrives dans les entreprises. Mais on ne va pas en parler tout de suite. C'est un sujet, si tu veux bien, on va le garder pour après. Et pour lancer le débat, donc je vais te dire pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de la liberté, de la responsabilité. C'est que je trouve que là, on est en train de vivre une période où, en tout cas, les managers sont exposés à prendre des décisions parfois difficiles, enfin beaucoup de décisions difficiles. Donc, suivant les pays, et tout à l'heure, j'ai participé dans un webinaire avec l'ambassadeur de France en Russie pour parler avec les gens de BPI France, avec les gens de l'ambassade, des mesures dont bénéficient ou surtout ne bénéficient pas les entreprises françaises en Russie. Donc, par rapport à la France, c'est différent. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui se retrouvent dans une situation difficile, avec ou sans soutien. Donc, les managers doivent décider des choses, donc doivent exercer à la fois leur responsabilité et leur liberté. Et la question, c'est en fait, c'est de quoi est-ce qu'on parle dans l'exercice de la fonction de management. Est-ce qu'on peut être libre quand on est responsable? Je vais tourner le problématique à l'envers. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, après, toutes les situations sont différentes. Moi, je dirige une entreprise où je n'ai pas de problème de ce type-là. J'ai beaucoup de problèmes plutôt commerciaux, de supply chain. Je suis plutôt en train de recruter actuellement parce que notre activité redémarre. On avait beaucoup d'intérimaires avant, donc on n'a pas eu de baisse d'effectifs très dramatique. Et là, on est en train de reprendre les intérimaires, donc ça va bien. Mais j'ai vécu d'autres missions dans des contextes de plan social et de situations très difficiles au niveau humain. Alors, quand on parle de management, on parle de quoi? Il y a manager une personne, manager des équipes, puis manager une organisation comme une entreprise. Et quand on parle de liberté, on parle de quoi? On parle de manager comme on veut. Hein, ça, je suis libre de manager comme je veux. Où il y a aussi la liberté que me laisse mon manager, hein, parce qu'on a toujours on est le chef de quelqu'un souvent en tant que manager, mais on a souvent aussi un chef au-dessus. Donc, est-ce que moi j'ai ma liberté de manager comme je veux? Et puis il y a aussi la liberté que je laisse aux personnes que j'encadre. Donc, quand on va parler de liberté, de responsabilité de management, il faut bien intégrer toutes ces notions-là. Et pour ce qui est de la notion de responsabilité, on peut être responsable d'une action, d'une organisation ou d'une fonction. Et ma vision, moi, de la liberté par rapport à la responsabilité, c'est que si on a une liberté limitée, hein, si un dirigeant nous dit tu fais ça comme ça et comme ça, donc peu de liberté d'action, je ne peux pas être responsable du résultat, ou pas entièrement responsable. Et au contraire, si on a une entière liberté de faire ce qu'on veut en tant que manager, en fait,
On peut être entièrement responsable, mais ce n'est pas si facile que ça. Si on a un dirigeant, un chef qui nous donne une grande liberté d'action, mais qu'on n'est pas capable, qu'on a une capacité limitée de réaliser l'action ou la mission donnée, on ne peut pas entièrement être responsable puisqu'on nous a donné trop de liberté par rapport à ce qu'on sait faire, ce qu'on a la capacité de faire. Et ça nous amène à la notion de management. C'est-à-dire que quand on manage quelqu'un, c'est plutôt bien de lui donner la liberté de faire ce qu'il veut, comme ça il est plus responsable, a priori plus efficace. Mais il faut faire attention de lui donner la liberté qu'il est capable d'assumer. Donc, d'où la notion de qualité de management qui est très importante. Et ça vient à la notion de la méthode sur laquelle nous on a travaillé ensemble, on s'est formé ensemble, qui permet de faire du management sur mesure en fonction des capacités des gens. Il y a des gens qui ont besoin d'être très cadrés, donc de ne pas avoir trop de liberté, et il peut être efficace s'ils sont bien cadrés. Et d'autres, au contraire, ils ont besoin d'une grande liberté. Et puis, il y a des situations intermédiaires. Voilà. Après, ça c'est un peu la théorie. En pratique, quand on a une situation de dirigeant et qu'on doit faire des choix très difficiles au niveau de l'effectif, réduire l'effectif par exemple, en France, quand on est directeur général, qu'on fait une mission avec réduction d'effectifs, on a très peu de liberté en fait. En général, c'est très politique, donc on ne peut pas faire des choix du nombre de personnes ou des services concernés ou des personnes concernées toujours très facilement. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas de grande liberté, en fait. Admettons qu'on ait la liberté, on dit, voilà, tu as une mission, réduis l'effectif de tant de personnes. Il y a d'autres limites qui sont liées au droit social en France, qui, je pense, quand même une bonne chose, qui protège les gens. On ne fait pas ce qu'on veut. Si une société financièrement est en difficulté, a besoin d'être réduit en taille, avec une réduction d'effectifs, on lance une opération de licenciement collectif, ou ce qu'on appelle un PSE, mais c'est très cadré, et en fait, on n'a pas la liberté. On a votre responsable d'un plan social, on n'a pas beaucoup de liberté dans ce qu'on peut faire. Pour protéger les gens, pour pas que les licenciements à la tête des personnes, pour régler des comptes, on doit faire ça de façon logique, avec une notion d'économie, de protection des personnes en difficulté, etc. Voilà. Donc, il y a rarement beaucoup de liberté dans ce genre d'opération. Alors, est-ce que la liberté dans le cadre d'une entreprise, et quand on parle des managers et des top managers, est-ce qu'elle se donne ou est-ce qu'elle se prend? C'est très variable. Ça dépend de la culture d'entreprise, en fait. La notion de culture d'entreprise est très importante. On peut arriver dans une entreprise où il y a pas mal de liberté et on prend ses responsabilités, on prend des rôles, des fonctions, parce qu'il y a assez de liberté dans le choix de ce qu'on peut faire, où la taille de la société, du groupe dans lequel on travaille permet d'évoluer et d'avoir pas mal de liberté. D'autres cas, on peut avoir des structures très bien organisées, très carrées, avec beaucoup de process, et là, on n'a pas de liberté. Donc, je pense que c'est très important, là on en vient à la notion de culture d'entreprise et système de valeur de la personne. Attention à bien faire matcher le profil de la personne, son système de valeur, le degré de liberté dont elle a besoin, le type d'organisation dans laquelle elle aime bien travailler, soit bien matché avec l'organisation dans laquelle elle rentre. Donc ça, c'est du rôle des gens qui recrutent, de faire attention à cet aspect-là. Quelqu'un de très, qui a l'habitude de l'organisation très carrée, avec beaucoup de processus. Si elle arrive dans une organisation où il y a toute la liberté, il va se planter parce qu'il n'aura peut-être pas la capacité à s'adapter à ce nouveau monde. Il faut faire très attention. Et en tant que personne, quand on rentre dans une société, il faut faire attention à cette dimension-là. Il n'y a pas que l'intérêt pour la technologie, par exemple, de la société. Il faut faire attention aussi à l'aspect est-ce que je suis dans un système de valeurs, une philosophie de vie qui est bien adaptée à l'entreprise, au système de valeurs de l'entreprise. Est-ce que je me suis bien formé sur la culture d'entreprise pour bien vérifier que ça va matcher? Ok, donc si je suis ton raisonnement, donc en fait la question de la liberté et de la responsabilité, c'est un peu la poule et l'œuf, donc c'est systémique. Et quand on se retrouve avec trop de liberté, on a besoin de responsabilité et vice-versa. Donc c'est une sorte d'équilibre qu'il faut garder en tête tout le temps quand tu es dans la posture de management, mais aussi qui est en lien avec le système de valeurs de la personne et de l'entreprise. Oui.
Et ça, c'est là où mon mode management entre en jeu. C'est que, en général, un manager devient manager pour des raisons d'ancienneté, d'expertise, etc. Mais souvent, on n'est pas formé à cette dimension-là. C'est-à-dire qu'il manage comme il le sent. Il se sent à l'aise avec certaines personnes, ça se passe bien avec eux. Il ne se sent pas bien avec d'autres et ça se passe mal. Alors qu'en se formant avec des techniques, le process.com est un outil qui permet un outil qui permet de bien comprendre le profil psychologique des personnes et adapter son management à la personne. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, des gens qui ont besoin de plus de liberté. Il y a aussi d'autres notions que la dimension psychologique, et la notion de, comme je disais tout à l'heure, de système de valeurs. Moi, j'utilise pour ça la spirale dynamique, qui est un outil qui permet de comprendre si une personne est, par exemple, adaptée à un monde très tourné vers la compétition, c'est le meilleur qui gagne, donc un gars qui en veut, qui est prêt à prendre des risques, ou est-ce que le monde dans lequel je suis, l'entreprise dans laquelle on est plutôt très carré, très organisé, et donc faire les choix des personnes et accompagner les personnes en tenant compte de ça. Moi, concrètement, il m'est arrivé des fois d'intégrer dans une entreprise une personne qui n'était pas adaptée au profil, m'intéressait beaucoup pour le fait que c'était un local, le fait qu'elle maîtrise bien le métier techniquement, il n'avait pas la culture d'entreprise adaptée, je l'ai pris quand même et je l'ai accompagné. J'étais conscient de cette différence, du choc culturel qu'il allait avoir en rentrant dans l'entreprise, et j'ai accompagné son adaptation pour que ça se passe le mieux possible, une sorte de coaching. Je ne suis pas coach, mais ça y ressemble. Voilà, je pense que c'est important d'intégrer ça quand on veut manager le plus correctement possible. Et pas se contenter de bien manager les gens qu'on connaît bien, qui nous ressemblent, mais savoir manager des gens très différents. Alors, comment tu fais pour comprendre le système de valeurs de quelqu'un pour intégrer dans une entreprise? Est-ce qu'il faut que ça soit exactement les mêmes valeurs? Est-ce qu'il a quand même la liberté d'avoir les valeurs différentes? Quelle est la méthodologie que tu as développée dans ton concept? Et Alors, pratiquement, comment est-ce qu'on peut faire ça? Parce que c'est quand même pas évident de rentrer dans le subconscient des autres. oui, on ne rentre pas dans le subconscient, mais alors, ce que je fais de temps en temps, mais là, il faut avoir le temps parce que c'est des choses qui prennent du temps, mais quand je fais les choses bien, j'ai des outils, des moyens de test qui permettent d'évaluer le système de valeur de la personne et connaissant le système de valeur de l'organisation dans laquelle je suis ou dans laquelle je veux le faire entrer, ça me permet de matcher, ou comme je disais tout à l'heure, si ça ne matche pas au niveau de ce système de valeur ou de la philosophie de vie de la personne, je l'accompagne pour que ça se passe bien. Ça, c'est une façon de faire. Dans les faits, souvent, on n'a pas le temps. Moi, je suis dans des missions toujours de gestion de crise, donc je n'ai pas toujours le temps de déployer tous ces outils d'une façon complète, mais en toute modestie, je pense que je suis arrivé à développer par ces méthodes-là un petit peu de savoir-faire. C'est-à-dire je sens un peu plus les choses que si je n'avais pas travaillé ces méthodes. Et je fais attention à ça. Voilà. Et je sais que j'ai une capacité à détecter, en tout cas, les choses qui sont grossièrement pas adaptées. Une personne qui arrive avec ses gros sabots, avec son style, par exemple, un style très autoritaire, très top-down au niveau style de management, pour mettre dans une organisation où les gens ont pris l'habitude d'avoir de cette liberté, d'avoir un management de type démocratique. Là, je sais que ça ne va pas marcher. Je le sens. Le fait d'avoir travaillé sur ces méthodes me permet maintenant de sentir ça. Est-ce que tu vas bien dire aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est en quoi consiste la méthodologie que tu as mis en place pour l'émission où tu arrives? En effet, c'est souvent la situation de crise. Donc là, on est tous en train de vivre les situations de crise. Donc, on pourrait bénéficier de ta méthode. Comment est-ce que tu fais? Ouais, c'est jamais pareil. La crise Covid-19 que j'ai vécue, parce que je suis directeur général d'une société qui a vécu la crise avec toutes les étapes. On a vécu l'aspect baisse d'activité, on ne savait pas ce qui allait se passer, la fermeture, le confinement, le redémarrage, et puis l'accélération. Là, je suis en pleine accélération actuellement. Donc, j'ai vécu toutes ces étapes-là, et je n'avais pas de méthode. Donc, j'ai plus une approche comment dire, pragmatique. Je me repose beaucoup sur les managers, donc je marche beaucoup avec mon comité de direction. Quelques autres personnes, mais souvent c'est un groupe de 5 à 8 personnes. Je repose beaucoup sur eux, donc un point important quand j'arrive dans une société, c'est évaluer. Est-ce que je peux leur faire confiance? Sachant qu'au départ, on est déjà dans l'opérationnel dès les premiers jours,
comme le Covid-19 qui est arrivé, il fallait vivre la crise telle qu'elle arrivait tous les jours avec toujours des choses qui n'étaient pas prévues. Donc, il faut faire avec les gens qu'on a. Avec le temps, souvent, je renouvelle une partie de mon comité de direction, mais le temps que je fasse ça, il faut bien tourner avec les gens qui sont en place. Donc, il faut bien connaître les gens et savoir se méfier, compléter, avoir un support pour compléter les faiblesses de certaines personnes pour gérer. Voilà. Parce qu'on ne peut pas gérer une entreprise tout seul. On doit reposer sur une équipe, sur des boîtes de plusieurs centaines de personnes que je dirige. En général, je suis obligé de reposer sur les personnes. Donc, il faut, bien les connaître, bien les évaluer, renouveler l'effectif quand c'est nécessaire. Et en attendant, faire au mieux en connaissant les défauts des personnes. Voilà. Après, ça permet quand même de gérer des situations complexes. Et donc, on tombe après la notion de management, de manager l'équipe avec un aspect, je me parle de Covid-19, ce qu'on a fait. On a fait beaucoup de veille, être vraiment à l'écoute de l'aspect commercial, qu'est-ce qui va se passer, au courant des besoins des clients en quantité en particulier. La notion de quantité est importante de nos jours, puisque les quantités de commandes se sont écroulées et l'actuellement redémarre, le monde où je suis redémarre très très fort, donc il faut être vraiment au courant. C'est la veille commerciale. Veille réglementaire, les choses bougent beaucoup au niveau réglementaire, protection des gens, les conditions de chômage partiel ou de temps partiel. Donc tout ça, ça se prépare par une bonne veille. Et après, il faut être très réactif parce que les choses bougent sans arrêt. Donc avoir des réunions beaucoup plus courantes que d'habitude, avoir des plans d'action très flexibles. Et coller à l'actualité réglementaire, l'actualité au niveau commercial, anticiper le plus de choses possible puisque tout est nouveau. Une crise en général, on n'anticipe pas tout ce qui se passe et là, alors, la Covid-19, on est servi. Donc, il faut anticiper dans tous les domaines. Dans le domaine de RH, commercial, supply chain, quand on demande de fournir des produits. Organisation de production, puisqu'on doit, par exemple, actuellement, on doit s'adapter à des façons de travail différentes pour protéger le personnel. Approvisionnement, ça c'est majeur. Approvisionnement, les fournisseurs habituels peuvent être en difficulté eux aussi, donc il faut bien anticiper ça, donc bien être au courant de où ils en sont et s'ils peuvent nous suivre. Anticiper l'aspect logistique. Est-ce qu'on aura les camions pour livrer? Est-ce qu'on aura le fournisseur, le client qui aura les portes ouvertes le jour où on pourra le livrer? Et des appros nouveaux de tout ce qui est lié à la sécurité. Il y a eu une crise sur les masques. Nous, on s'est très bien débrouillé. On a eu les masques le jour où on a redémarré. Mais ça a été, je dirais, un gros effort, gros travail des achats pour arriver à avoir les approvisionnements. Donc, il y a un gros travail de recherche de nouveaux fournisseurs pour tout ce nouveau matériel dont on n'avait pas besoin d'habitude, comme par exemple les masques. OK. Donc, merci pour ces précisions. Donc, je pense que c'est vraiment très utile de se rendre compte qu'on a besoin d'avoir de plus d'agilité, mais aussi plus de relations humaines avec les gens de son board, de son équipe. Exactement. Donc, est-ce que tu veux bien revenir sur la méthodologie que toi, tu utilises dans le cadre de Manager 21 pour mieux comprendre les gens qui travaillent avec toi? Alors, dans la mesure du possible, je l'ai fait dans la mission que je suis actuellement. Je l'ai fait de temps en temps, pas toujours parce qu'il faut avoir le temps. J'ai essayé de faire un profil process-com des personnes. Ou alors, je fais un vrai test et j'ai leur profil officiel, ou je fais un profil par mon observation. Parce qu'avec le temps, je suis arrivé à pouvoir capter des informations pour arriver à deviner le profil. Et ça permet de comprendre le profil psychologique de la personne, comprendre ses motivations profondes, comprendre comment le manager, ceux qui ont besoin d'être, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de liberté dans leur management type laisser aller, vas-y, fais ce que tu veux, laisser faire. Et ça, il y en a qui marchent très bien comme ça. D'autres, au contraire, qui ont besoin d'être vraiment sous contrôle régulier. Et puis, souvent, dans le monde industriel où je suis, c'est souvent des profils qui ont besoin de management démocratique. Voilà. On leur donne des objectifs et après, ils sont responsabilisés pour le réaliser. Voilà. Donc, bien connaître les gens, ça me permet d'être beaucoup plus efficace après dans le management de tous les jours. Et en plus, dans la crise, voilà, il y a cet aspect-là.
je vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le côté culturel, hein, l'adaptation des personnes à la culture d'entreprise, ou quand ça clash entre des personnes, utiliser ces outils pour comprendre les différences entre les gens et aider à résoudre ces problèmes de relations. Mais ça marche aussi avec les entreprises, par exemple la maison mère. On a des frictions avec eux, peut-être des fois parce qu'on n'est pas du même monde, pas la même culture. Donc, le fait d'avoir un outil comme Inspire Dynamique me permet de décoder les frictions et d'adapter la communication, la façon de faire le reporting, par exemple. Et idem avec les clients. On peut avoir des clients qui ont un style, par exemple, on va dire très qui imposent leurs solutions, qui sont dans le mode de compétition, alors que nous, on peut être une entreprise plus plan-plan, plus qui vient plus du monde des fonctionnaires, dans le sens des gens très des process, qui n'ont pas trop les à-coups. Voilà. Donc ça peut faire des chocs culturels. Et comprendre ça, ça permet de savoir où agir, sur quel aspect du processus, de la motivation des gens, de l'organisation. Il faut agir pour arriver à adapter la façon de travailler d'entreprise à son marché, à son client. Voilà. Après, je travaille beaucoup sur l'aspect positif, avoir dans la mesure du possible, et je n'en fais jamais assez, j'ai toujours besoin de progresser là-dessus, d'envoyer des messages positifs aux gens. Dès qu'il y a l'occasion de féliciter quelqu'un, de le mettre en avant, d'envoyer du positif à la personne, il faut le faire. Alors, quand on maîtrise la process com, ça permet de le faire de façon encore plus personnalisée, encore plus puissante. Mais de base, essayez toujours d'envoyer des messages positifs, valoriser les gens à la moindre occasion. Je pense que je peux faire encore des progrès là-dessus, mais pour moi, c'est un point très important. Ça donne de l'énergie positive. Voilà. Après, méthode que j'utilise toujours, c'est essayer de voir tout le monde. Si possible, quand la taille de la boîte le permet, serrer la main à tout le monde tous les jours. Alors, de nos jours, on ne peut plus serrer la main. Donc, il faut montrer l'intérêt qu'on apporte aux personnes sans leur serrer la main. Voilà. Donc, une façon d'être, de se positionner, de faire un salut, mais c'est très important. Se rajoute actuellement l'aspect télétravail, ce qui est tout à fait nouveau. Hein. Moi, j'ai rarement vécu ça dans toutes les boîtes où je suis passé, et là, on est à fond dans le télétravail. Donc là aussi, il faut tenir compte de cet aspect, attention à l'aspect éloignement. Quand ça dure depuis 2 mois, il y a des risques. Donc, il faut être très conscient de ça. Avec les gens avec qui on est en contact direct, avoir un contact tous les jours minimum, au moins un bonjour, avoir des petits échanges minimum, et bien sûr des rendez-vous de type hebdomadaire, réguliers de suivi. Attention à l'éloignement, loin des yeux, loin du cœur. Donc, il y a un risque hein, si on n'a pas ce contact régulier. Et s'assurer, quand on a une équipe à plusieurs niveaux hiérarchiques, que des managers avec qui je suis en contact aient le même type de démarche, chacun à leur façon, avec leur équipe à eux aussi. Faire attention qu'avec cet éloignement, avec ces niveaux hiérarchiques et l'éloignement géographique, on n'en oublie pas certains, des gens discrets qui sont peu communicants, qui sont encore plus isolés que d'habitude. Faire attention qu'on n'oublie personne. Faire attention aux risques psychologiques, ce qu'on appelle au RPS. Risques psychosociaux. Voilà, ça c'est un point très important dans le contexte actuel. Là, j'ai une question. Ouais, vas-y. Donc là, il y a quelqu'un qui nous regarde, qui pose la question, comment s'appellent ces méthodes d'identification des valeurs? Et je vais ajouter, est-ce que tu veux bien en fait revenir sur la façon, puisque donc cette méthode que tu utilises aujourd'hui, c'est le fruit d'expérience, de pratique, et puis j'imagine de réflexion de plusieurs années. Comment est-ce que tu as trouvé cette méthode-là? Comment est-ce qu'elle s'appelle et pourquoi celle-là? D'accord. Alors déjà, la méthode que j'emploie moi, le mode de management s'appelle Manager 21. Ouais, si vous tapez www.manager21 toutattaché.net, vous avez accès à tout, c'est gratuit. Où il y a toutes les méthodes, à peu près une vingtaine de méthodes que j'utilise. Après, celle sur les signes de valeur plus particulières, ça c'est la spirale dynamique. Alors, si vous fouillez bien dans le site web que j'ai cité, j'ai donné des conférences sur le sujet, j'ai donné des formations sur le sujet. Il y a des slides disponibles dans le site web. Sinon, vous m'envoyez un email, puisque sur le site web, vous pouvez m'envoyer un email, je vous répondrai. Et la méthode donc, que j'utilise pour les signes de valeur, c'est la spirale dynamique.
Est-ce que tu veux bien dire quelques mots pour que les gens comprennent déjà en quoi ça consiste, cette spirale? Ça fonctionne comment? C'est une métaméthode, hein, Ouais. c'est vaste. Une méthode qui Mhm. date des années 60, mise au point par des psychologues américains, qui permet de comprendre les systèmes de valeurs des personnes, des organisations, mais aussi des civilisations. Ça travaille à 3 niveaux. Mhm. Par système de valeurs, on entend la notion de philosophie de vie, motivation profonde. Mhm. Des personnes, c'est ça. Ça peut pas des organisations, c'est structure de la société, image de la société, de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est un outil qui permet de comprendre Mhm. où se situent les personnes et les organisations par rapport à ce modèle, qui a 8, on va pas passer à des niveaux, 8 systèmes. Les plus répandus, les plus connus, il y a ce qu'on appelle le système matérialiste, celui qui domine le monde actuellement, qui est orienté vers la compétition. Au niveau des organisations, c'est des sociétés très compétitives, très organisées, tournées vers la performance, qui utilisent Mhm. les techniques, la technologie, les sciences pour être performantes. Et au niveau des personnes, les gens qui sont dans ce mode matérialiste et stratégique, là aussi sont en recherche de performance, euh, assez tournés vers eux-mêmes, vers leur plaisir, vers leur réussite et ceux de leurs proches. Et quand on manage des gens comme ça, il faut y aller avec la carotte et le bâton, avec du challenge, parce qu'ils aiment ça. Voilà, c'est un exemple. Il y en a 8 comme ça, c'est de valeur. Je vais citer un deuxième, mais j'arrêterai là parce que ce serait trop long. Il y a le système de valeur absolutiste, qui représente à peu près aussi le tiers de la population mondiale. C'est des gens qui sont dans un système qui croient à une valeur unique, qui sont dans un monde, on le trouve beaucoup dans le monde de l'administration publique, par exemple, ou les entreprises traditionnelles, très top-down, une hiérarchie bien structurée, un respect du bien, la notion de bien et de mal est très important. Les gens acceptent la punition quand ils ont fait mal et ont besoin d'être récompensés quand ils ont réussi. Voilà, c'est quelque chose qui peut paraître assez basique de nos jours, mais qui reste très présent chez beaucoup de personnes et beaucoup d'organisations. Et alors, c'est beaucoup plus complexe que ce que je dis là, puisque dans une personne, on peut avoir plusieurs systèmes de valeurs. On peut être dans sa vie personnelle matérialiste et dans sa vie sociale absolutiste, par exemple. Donc, il y a cette notion-là. Il y a une notion qu'on évolue dans sa vie, qu'on garde des traces des anciens systèmes de valeurs en soi, etc. Donc, c'est une méthode qui ne s'apprend pas en un jour. Hein. C'est très, très Mhm. complexe, mais quand on maîtrise, c'est extrêmement utile pour faire ce que je disais tout à l'heure, hein, pour comprendre les motivations des gens, et ça aide beaucoup pour les manager, ou comprendre les problèmes de relation entre une personne et une organisation, ou entre deux organisations, ou entre deux personnes. Voilà. Donc, c'est très utile pour manager des personnes et pour manager des organisations. Est-ce que tu penses qu'avec la crise de Covid, donc Hmm. j'ai eu beaucoup de discussions, notamment quand ça a démarré, on était tous confinés, puisque donc en France, on est déjà plus ou moins déconfinés, que certains de mes amis disaient bah, c'est très bien parce que donc, je me retrouve tout seul, j'ai beaucoup d'espace pour réfléchir librement, puisque je ne suis pas polluée par le bruit. J'ai la liberté de réfléchir comme je veux. Et donc là, je me rends compte que finalement, ce n'est pas si mal que ça la crise, pas pour les raisons sanitaires, bien sûr, qui sont dramatiques, mais plutôt pour le fait que ça nous permet de nous poser les questions. Est-ce que le monde dans lequel on vit, on n'est pas allé trop loin? Est-ce qu'on n'a pas la crise de valeur? Donc, si on applique la méthode de spirale dynamique, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça, et notamment sur les systèmes économiques dans lesquels nous vivons? Waouh, vaste sujet. Oui, je sais. C'est Alors, pour ça que c'est la cuisine philosophique. au niveau des personnes, ce que dit la dynamique, c'est qu'une crise peut Mhm, être une occasion de changer de système de valeur. mhm, Euh, donc, je n'ai pas trop observé autour de moi, je n'ai pas trop d'illustrations à donner, mais je pense que chez certains, ça a dû provoquer une remise en cause, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que le monde dans lequel ils vivaient, leur mode de vie, était déraisonnable. Par exemple, la notion peut-être de pollution, de surconsommation. Et peut-être ça a commencé à enclencher chez eux un changement de système de valeurs vers un monde, vers
un système de valeurs, un mode de vie peut-être plus respectueux de l'environnement. Voilà. Peut-être c'est passé la même chose au niveau de la relation avec les gens aussi. Les gens sont peut-être remis en cause. Il y a un développement, mais je ne sais pas si c'était vraiment, c'était peut-être déjà présent chez les gens, mais tout ce qui est lié à la reconnaissance de tout ce qu'ont fait les soignants ou les petites mains dans tous les métiers pénibles qui sont devenus très importants pendant la crise, comme tout ce qui est lié au nettoyage, par exemple. Peut-être, mais ça c'est juste une supposition, je ne l'ai pas vu autour de moi, ça permet chez les gens de se rendre compte qu'ils ne voyaient pas ça, et ils vont peut-être donner plus d'importance à ça, devenir peut-être plus généreux. Mais ça c'est des suppositions, je ne l'ai pas observé, je ne sais pas si il y a des statistiques là-dessus. Après, plus au niveau de la civilisation, qu'est-ce que dit la spirale dynamique? La spirale dynamique dit qu'on est dans un monde dominé par le monde que j'ai cité tout à l'heure, de valeurs matérialistes et stratégiques, qui a une caractéristique, c'est que cette valeur recherche toujours la performance. C'est vraiment le capitalisme est à fond là-dedans. Le capitalisme est une forme très, très avancée du système de valeurs matérialiste. Et quel défaut de ne pas compter ce qui est consommé, défaut d'épuiser les ressources et se dire la science trouvera toujours une solution. Ce qui est un peu quand même assez dominant dans le monde de la civilisation d'avant Covid-19, avec la course à la consommation, la course au développement économique, le fait que la crise environnementale, elle est connue, on sait qu'on va vers le mur, mais on continue quand même. Ça, c'était le monde dominant d'avant la crise. Là, il y a un tournant majeur lié au Covid-19. Et la grosse question, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Alors, il y a plein de débats dessus. Moi, j'y participe aussi d'ailleurs. J'écris pas mal de choses sur le sujet. Est-ce que justement, c'est l'occasion de remettre en cause ce système dont je viens de parler, avec tous les défauts qu'il a, en particulier de nous amener au mur au niveau environnemental? On était parti, mais non, c'est plus remis en cause vers une crise climatique gravissime. Les gens qui disaient la civilisation est en danger étaient pris au sérieux, ce qui est récent, hein, c'était depuis 1 ou 2 ans où c'est plus des propos d'écologistes engagés et rejetés par tout le monde. C'est un discours qui devenait quasiment officiel. Attention, la civilisation est mise en danger par notre système économique. Donc là, c'est peut-être l'occasion de remettre en cause ce système et d'aller vers un monde beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et c'est pareil au niveau social. C'est clair qu'il y avait entre la pauvreté toujours persistante, l'enrichissement des plus riches et l'appauvrissement des plus pauvres. C'est pas moi qui parle, hein, c'est des économistes très connus maintenant comme Piketty et beaucoup d'études qui démontrent que le monde devenait de plus en plus injuste. Là aussi, est-ce que la crise Covid-19 est l'occasion de changer? Et ce que dit la spirale dynamique par rapport à ça, c'est que l'évolution potentielle après le mode les valeurs matérialistes stratégiques, c'est ce qu'on appelle le pluralisme. C'est-à-dire un monde tourné vers la protection de la planète, au lieu de la compétition, c'est plutôt le travail en équipe, la recherche du bien de la communauté. Voilà, c'est une valeur qui suit dans l'évolution de la spirale. Parce que quand on dit spirale, c'est qu'il y a une évolution de cette valeur à l'autre. Après. Voilà. Donc c'est peut-être un peu utopiste, mais peut-être cette crise actuelle va permettre de casser la course dans laquelle on était et de tomber dans ce système de valeurs plus positif pour les personnes et pour l'environnement, et casser des défauts aussi. Hein. Ce n'est pas le paradis. Et je ne vais pas développer ce sujet. C'est alors encore plus puissant et bénéfique, mais je ne vais pas en parler là, ce serait beaucoup trop long. En tout cas, la Covid-19 peut être l'occasion justement, parce que c'est une crise, d'arrêter l'emballement dans lequel on était pour tomber dans un monde plus positif. Il y a un risque aussi de tomber en France et faire une marche arrière. Comme on le voit dans tous les pays avec des dirigeants autoritaires, il y avait déjà une marche arrière vers des mondes moins matérialistes et plus retournés repli sur soi, et un monde à la Trump, à la façon de ce qui se passe au Brésil et d'autres pays. Il y a ce mode-là qui montait. Qu'est-ce qui va sortir de la crise? Est-ce qu'ils vont prendre le dessus? Voilà. Donc, ça peut évoluer dans les deux sens. Okay.
positif, plus humain, plus humaniste, ou négatif, plus autoritaire. On va voir. Alors, je vais te poser une question un peu plus provocative, parce que bon, je travaille aussi avec mon associé qui s'appelle Goran Nakapetian sur un nouveau système de management qui s'appelle Temps de démocratie, qui est basé sur l'idée que ce qui est intéressant d'analyser, ce n'est pas uniquement les personnes au sein de l'organisation, mais c'est la qualité de relation. Et l'unité de base, c'est 2 personnes, donc on appelle le tandem. Et deuxième aspect sur lequel on veut travailler, c'est la notion des virus de l'entreprise. C'est quoi les virus? On a commencé à travailler là-dessus, c'est marrant, c'est avant la crise de Covid. C'est toutes les idées reçues sur lesquelles sont basées, donc on appelle ça des valeurs, les systèmes d'interaction et notamment dans le management. Donc si on prend aujourd'hui le management, donc il y a des croyances sur lesquelles nos façons de faire sont assises. Il y a des façons de faire, il y a aussi des méthodologies. Par exemple, si on prend le conseil, la démarche de conseil en stratégie ou de la démarche stratégique, on a quand même pas mal de matrices qui vont analyser le champ de concurrence. Donc, on induit, quand on part sur ce chemin, la notion que la concurrence, c'est une donnée indispensable de la vie. Et donc, en fait, quelque part, l'objectif, c'est de survivre dans la jungle. Et on se prépare déjà, donc tu vois, mentalement sur le fait de se livrer à une bataille et ne pas travailler sur la coopération, puisque c'est induit par les idées. Donc, par exemple, quand on parle de Management 21 et du fait qu'on vit dans une époque où il y a probablement le changement de paradigme, puisqu'on va virer sur un autre système, quelles sont des choses dans le système de Management 21 ou dans le système de management en général de notre époque, qui sont des idées reçues qu'il faudrait peut-être retirer de l'usage et remplacer par d'autres croyances. Quelles, pour toi, sont peut-être 1, 2, 3 croyances à laquelle on pourrait dire bye-bye et puis les remplacer par autre chose? Alors, déjà, ce n'est pas un point de management 21, ça se veut un mode de management plutôt positif, donc je ne pense pas qu'il y a de choses à dire par rapport au manager 21. Par contre, dans le management en général, dans les entreprises où je passe, c'est comme je change d'entreprise à peu près tous les ans, c'est une vision assez large de ce qu'on peut trouver dans les entreprises. C'est incroyable comme on trouve encore du manager top-down, surtout dans les groupes. Il y a tout le problème de niveau hiérarchique à plusieurs étages qui fait que dans la plupart des entreprises dans lesquelles je passe, qui sont souvent des filiales de groupes, français ou étrangers, il y a un manque de liberté donnée aux managers. La plupart des managers de filiales se retrouvent coincés entre un marché très dur, en automobile par exemple, dans lequel j'ai souvent travaillé, très exigeant, très compétitif, et un monde financier, hein, parce que le directeur de filiale fait partie d'un organisme qui est souvent géré à grande majorité par l'argent, c'est-à-dire la recherche du bénéfice. Donc, on se retrouve avec des managers coincés entre des clients qui en demandent le plus possible, le moins cher possible, et un management au-dessus, un management du groupe qui en demande le moins possible de moyens pour le plus de résultats possible. Voilà. Donc, voilà le point commun que je vois dans toutes les sociétés où je passe. C'est incroyable, malgré tout ce qu'on lit, malgré tous ces beaux projets de type entreprise libérée qui était une mode il y a 1 ou 2 ans, tous ces courants, toutes ces choses que je vois très positives à gauche à droite, ça, je ne le vois pas dans les boîtes où je passe. Et on reste dans le même style de management que je connais depuis 35 ans à peu près que je travaille dans des groupes. Voilà. On reste toujours dans ce mode de management tiré par l'argent et tiré par une démarche de management top-down. Et qu'est-ce qu'il faudrait changer? 1 ou 2 choses qu'on pourrait changer éventuellement pour sortir de cette impasse? Eh oui, on revient au thème de notre discussion, hein, de liberté, responsabilité, c'est-à-dire c'est le principe de l'entreprise libérée, c'est-à-dire donner le plus de responsabilité possible, le plus bas possible dans la hiérarchie. Le cas extrême, qui est un peu utopique, mais qui marche dans certains cas, c'est l'entreprise libérée, c'est-à-dire où il n'y a plus de chef, où le dirigeant de la société a un rôle plutôt d'animateur. Les managers intermédiaires sont plutôt des coachs animateurs, et la responsabilité est donnée aux gens sur le terrain, avec
Un exemple, hein, quand on veut parler investissement dans la société, c'est plus le dirigeant, un manager qui décide ça, c'est fait par un comité avec tous les membres de toutes les équipes concernées qui participent. Pareil pour la décision sur les niveaux de salaire. Chaque équipe décide le salaire des membres de l'équipe. Bon, c'est le cas extrême, c'est un peu utopique, mais ça marche dans cette société. Donc, sans aller jusque-là partout, ce qui est très difficile, mais aller vers ça, c'est-à-dire se dire que la société gagnera en performance si les gens ont de la liberté, de la responsabilité. Et pour ça, il faut que ça commence par le top, même si c'est du bottom-up, comme si c'est le management, ça doit commencer par le top qui doit laisser la liberté. Donc, ça marche dans certains groupes. Pour le cas, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, c'était le cas le jour où tu es formé à ça. Du groupe Gore-Tex, un groupe de 8000 personnes, avec des entités d'environ 100-200 personnes, avec une grande liberté donnée à chaque responsable des sites pour mener ce genre de démarche. Voilà. Donc, voilà une idée. Alors, elle est un peu extrême, mais sans aller jusque-là, c'est tendre vers ça. Et c'est ce que Manager 21, mon mode management, propose en fait. Il propose d'analyser l'organisation du système de valeur d'une entreprise et d'adapter l'organisation et le management de façon à aller vers ça. Pas d'un coup, pas faire une entreprise libérée là où on en est beaucoup trop loin, mais d'aller vers un management plus libéré, de libérer les énergies en donnant plus de responsabilité, de liberté à tous les niveaux de l'organisation. Donc, en fait, si je comprends bien, ça commence par, quand on est manager ou quand on est responsable, de s'autoriser un peu plus de liberté à soi-même, de ne pas se sentir obligé Oui, de suivre. Ouais. ouais, mais bon, je Mais, chaque année à peu près, je remets les compteurs à zéro, puis j'arrive dans une nouvelle société, la plupart du temps en tant que directeur général d'une filiale d'un groupe, c'est le cas le plus classique, et j'arrive avec cette intention-là. Et après, dans 80% des cas, ben non, j'arrive avec une feuille de route, une organisation en place, je parle de ça qui est au-dessus de moi. J'ai un peu de liberté sur ce que je peux faire dans l'organisation que je dirige, mais je rentre dans un carcan et la plupart du temps, l'agenda de la crise à gérer m'empêche d'appliquer ça de façon très forte. Alors, je l'applique à quelques petits endroits, mais c'est vraiment mineur. Et de temps en temps, ça m'est arrivé une fois, de façon extrême, après des cas intermédiaires, où là, j'ai beaucoup de liberté, parce que la mission, c'est par exemple remplacer un dirigeant en urgence, et j'ai 14 mois devant moi, le temps que le remplaçant arrive, et là, je peux mener une politique et mettre en application des belles idées dont je te parlais tout à l'heure. Voilà, donc, la vraie vie, c'est que la plupart du temps, les entreprises ont des soucis, en tout cas dans mon métier en particulier de manager de transition, des crises à gérer avec des aspects économiques, des aspects techniques, des clients à satisfaire, et la capacité, la liberté de mettre en place des beaux projets comme celui de Manager 21 sont souvent limités. Mais la boîte à outils Manager 21 me permet de faire des choses par petites touches. Voilà, de faire du bien d'un côté, de faire émerger quelqu'un, de faire progresser certaines personnes. Voilà. C'est au moins ça de gagner. Ok, donc les libertés, donc je vais résumer pour ceux qui nous ont rejoints maintenant, c'est que donc on a abordé le sujet qui est être véritablement responsable nécessite d'être libre. Et donc là, on bute sur le problème de taille, c'est qu'on n'est pas totalement libre parce qu'il y a ce que tu appelles les réalités économiques, puis la réalité aussi, quand on est manager, on arrive dans les entreprises, il y a déjà une sorte de réalité qui existe, en tout cas qui existe pour les gens qui la reproduisent tous les jours, que ce soit les actionnaires, les grands groupes qui sont au-dessus, puis les gens qui sont dans la réalité de l'entreprise, et puis il y a des clients aussi. Donc tout ça, ça fait un mélange de culture avec les croyances sur comment ça fonctionne. Et pour se trouver totalement libre là-dedans, c'est difficile. Donc ce que tu proposes, c'est de trouver des petits sas de liberté et de les ouvrir un par un pour laisser petit à petit rentrer la liberté, comme ce que tu as fait avec plusieurs outils que tu as mis au profit de ton mode de méthode de management qui est le Manager 21, c'est ça? Et donc, c'est ça, ça permet de changer quand même les choses Oui. pour être plus libre. Après, une notion importante aussi, c'est la notion de courage. Oui. De courage de dire non, de bousculer, de ne pas se contenter de la mission qui est donnée et d'aller au-delà. Voilà. Et ça, c'est une grosse question, ça. Jusqu'où je vais aller? Jusqu'où je vais aller dans le refus du système
et oser dire aux dirigeants, écoutez, la mission, je vais la réaliser, mais par contre, je vous propose telle et telle chose en plus, qui va dans le sens de plus de liberté, de plus de respect des gens, de plus de respect de l'environnement, par exemple, parce que ça fait partie du management interne, la performance globale. Voilà, c'est une courage et j'estime que je pourrais toujours faire mieux. Avoir plus de courage de ne pas me contenter d'appliquer ce qu'on me demande, mais de remettre en cause et d'aller au-delà dans le sens qui me paraît bon aussi pour les personnes de la société, pour l'environnement. Donc, et le courage, où est-ce qu'on va le chercher aujourd'hui? Ben ça, c'est personnel. Je dirais un dirigeant de transition a peut-être plus de facilité qu'un manager en CDI qui fait sa carrière, qui a une ambition à moyen long terme. Un dirigeant de transition a quand même, je trouve que c'est un métier qui permet d'avoir un peu plus de liberté et un peu plus de, alors suivant le courage que l'on a, de pouvoir plus facilement dire non ou dire je vous propose de faire ça autrement. Après, le courage, Donc, en effet, moi, je pense que c'est dans la définition de la notion de responsabilité, parce qu'on a la responsabilité, quand on utilise ce mot, souvent, c'est la responsabilité qui est définie par la loi, la responsabilité du manager, mais aussi, donc je vois que tu te reconnectais, il y avait un petit blanc, donc j'ai repris ce que tu es en train de dire sur la notion de la responsabilité morale, c'est-à-dire de répondre vis-à-vis des autres. Et pour répondre vis-à-vis des autres, en effet, c'est le moral et c'est la valeur qui vont définir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, c'est ça? l'éthique, c'est-à-dire si on demande de faire quelque chose qui n'est pas éthique. Et donc, l'éthique, en effet, ça fait partie des choses qui vont définir la notion, quelque part, c'est une science infuse de savoir jusqu'où on peut aller dans les libertés, jusqu'où on peut aller dans les responsabilités pour trouver cet équilibre-là. Et la notion d'éthique, c'est ça qui va guider les choix et les actions. Exactement. Et ça peut donner des bons arguments. Au nom de l'éthique, je refuse de faire ci ou je propose de faire ça. Ouais. Et donc là, on a en commentaire l'exemple, le cas de Boeing, de Volkswagen au Mediator, l'église, la Maison Blanche. Et donc, tu fais bien, Joe, de poser cette question, puisque la semaine prochaine, on va recevoir un invité. Donc, c'est pas moi, c'est Philippe Sand, mon coéquipier, qui va le recevoir. On va parler justement des religions et de la question, est-ce que les religions, par définition, c'est quelque chose qui est violent, et quelle est la place de la violence dans les religions? Donc, en effet, la question d'éthique, c'est Didier, je vais te laisser répondre à donner la définition de l'éthique dans le management. Est-ce que tu veux bien t'aventurer là-dessus, après toutes les questions qu'on vient de lire? Tu as entendu les questions? Moi, j'ai très bien entendu, moi. Je n'ai pas de problème de mon côté. Ok. Ouais. Donc, j'ai déjà vécu des situations où le management, la direction. J'ai peur qu'on n'aura pas il y avait encore une coupure, on t'a pas entendu. D'accord, je recommence. Ouais. Je disais que j'étais déjà en situation de devoir gérer des situations qui n'étaient pas, à mon avis, pas éthiques, où le groupe faisait des démarches qui n'étaient pas éthiques. Je me suis basé sur la loi ou un règlement pour dire non et l'écrire. Et moi, en tant que manager, dire moi, je ne suis pas d'accord pour aller dans cette voie-là au nom de telle règle ou telle loi. Voilà. Donc, je crois qu'il faut être. C'est pas facile, hein, parce que ça peut déranger un projet important. Parce que là, c'est une histoire de sous. Ça ressemblait un petit peu à un détournement, je trouvais. Donc là, j'ai clairement dit non. Alors, il faut avoir la maîtrise du sujet, et deux, avoir le courage de dire non, ou de poser un gros point d'interrogation quand on ne sait pas trop, pour faire respecter l'éthique. Et est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on parle assez de l'éthique dans le management? Et est-ce qu'on en parle surtout d'une bonne façon, d'une façon qui fait évoluer les débats ouvertement, et aussi les faire évoluer vers quelque chose de plus peut-être équitable et juste? Il y a du progrès, il y a vraiment eu un tournant depuis quelques temps. Je prends juste par exemple la position de la femme. C'est clair que de nos jours, quand un homme dit que je suis dépassé vis-à-vis, que je suis un peu misogyne dans une réunion, il se trouve vraiment très vite isolé. Les propos assez misogynes ordinaires il y a quelques années sont plus acceptables. Il reste des gens qui sont encore maladroits là-dessus, et c'est vraiment intéressant de voir qu'ils se retrouvent tout seuls, à 1 contre 5 ou 6 ou 10. Donc là, il y a vraiment un progrès. Et au niveau
de beaucoup d'aspects liés à la RGPD. Enfin, il y a beaucoup d'aspects qui sont rentrés dans quand on a des procédures de licenciement, de respecter les règles, respecter quand même les gens malgré que ce soit un licenciement. Je trouve qu'il y a du progrès. Et récemment, je ne suis pas exposé, je suis rarement exposé à des situations non éthiques. Et c'est vraiment, ça fait partie, quand on rentre dans une société, on a souvent des recommandations de respect de règles, respect d'éthique. Donc, je trouve que c'est plutôt ça dans le bon sens. Mais en effet, c'est une question intéressante et je pense qu'on va peut-être l'aborder dans une des discussions prochaines qu'on va voir. Sachant que Philippe aussi, mon coéquipier, c'est le spécialiste de compliance et qui traite pas mal de questions éthiques dans l'entreprise. Et donc, en effet, moi, je pense qu'on peut aborder peut-être davantage aujourd'hui des questions de philosophie de management, quelque chose qu'on a oublié de faire et dans pas mal d'ailleurs de cursus de formation des gens qui suivent soit dans les écoles de commerce, soit dans d'autres écoles. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Donc, mais ça sera dans une des prochaines discussions, parce que donc, nous, on arrive déjà à la fin de la discussion et puis on a quelques problématiques de la connexion. Pour conclure le débat d'aujourd'hui, sur lequel on a comme identifié le problème de taille, qui est que pour être responsable, on a besoin de liberté, mais on n'est pas totalement libre parce qu'on est coincé par tout un système dont nous faisons partie. Donc, pour le changer, on ouvre de petits sas. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire s'ils veulent faire avancer la société et surtout leur management et leurs entreprises vers quelque chose que je qualifierais d'un vague mot de mieux? C'est de rentrer dans des démarches de groupe. Il y a des associations, il y a des organisations. Donc, au niveau des managers, il n'y en a pas trop. J'en vois plus au niveau des dirigeants d'entreprise. Au niveau des dirigeants d'entreprise, si on veut avoir une démarche de progrès, sur le plan environnemental, social, tout ce qu'on veut, il y a plein d'organisations pour ça. Donc, moi, quand on est un dirigeant, je recommande d'entrer dans ce genre d'organisation pour trouver de l'inspiration, agir à plusieurs. J'aimerais bien trouver la même chose, ou j'aimerais bien participer à la création de la même chose au niveau des managers. Les managers qui ont envie d'avoir une démarche éthique ou une démarche qui va dans le sens de libération d'énergie, enfin, tous les sujets qu'on a abordés tout à l'heure. Ouais, ça serait bien d'être plusieurs pour se donner un coup de main, agir à plusieurs. Voilà, je pense que c'est le mieux à faire, c'est ça, c'est de ne pas rester seul. Merci beaucoup Didier. Merci d'avoir passé cette heure avec moi, d'avoir partagé tes concepts, tes idées, aussi tes convictions et croyances. Donc, je pense que ça a été très intéressant. Donc, en plus, je vois donc il y a les remarques, il y a des gens qui sont volontaires pour te suivre sur cette voie. Donc, moi, je vous mettrai en contact. Donc, merci encore une fois. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Et on se retrouve vendredi prochain. Donc, c'est Philippe Sand qui animera la discussion avec Dominique Gencial sur la religion et la violence. Et je suis certaine que ça sera aussi intéressant. Donc, à très vite. Merci. Et merci Didier. Au revoir.